avec la percée de la production des artistes femmes, qui ont toujours été représentées, mais qui là, on voit, prennent une place prédominante. Pour la petite anecdote, la base Joconde, qui est la base des musées, recense 6% d'artistes femmes. Dans notre rapport, nous, aujourd'hui, du top 100, on a 30% de femmes, donc une percée. Donc mieux représentée et aussi mieux classée, puisqu'il y a 3 femmes dans le top 100 aujourd'hui, contre 2 l'année dernière. Bonjour, bienvenue sur Investir TV dans notre émission Idées de placement. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous investissent ou envisagent d'investir dans les œuvres d'artistes contemporains. Et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un tour d'horizon de ce marché en s'appuyant sur l'étude, la 2e édition du top 100 des artistes contemporains les plus vendus que réalise Hiscox. Et j'ai pour cela invité Julie Hugues, la responsable marché art chez Hiscox. Julie, bonjour. Bonjour. Peut-être 2 mots sur votre maison Hiscox. Oui, bien sûr. Alors, Hiscox, on est un assureur spécialiste. On a été fondé en 1901 et on est présent en France depuis 30 ans. On est assureur historique avec des branches sur l'art qui nous intéresse aujourd'hui, ou le kidnapping et rançon. Et plus récemment, on s'est spécialisé dans l'assurance professionnelle avec plus de 500 métiers de services qui sont couverts. D'accord. Alors déjà, comment définit-on un artiste contemporain ? Alors, il y a la définition classique. La définition classique de l'artiste contemporain, c'est toute la production, pas la naissance de l'artiste, mais la production de l'artiste post-Deuxième Guerre mondiale, donc 1945. Cependant, pour les besoins du rapport qu'on a édité avec Hiscox aujourd'hui, on s'est concentré sur ce qu'on peut appeler l'ultra-contemporain, donc toutes les productions d'œuvres qui sont post-2000, année 2000. Donc en fait, on étudie la production du 21e siècle. La production, ce n'est pas la date de naissance des artistes, mais c'est la date de production, sinon ils seraient vraiment très très jeunes. Alors, quels sont les critères que vous avez utilisés pour réaliser ce classement, cette cote, cette étude ? Alors, on a utilisé les maisons de vente, les résultats des maisons de vente. Donc, on s'est concentré sur les ventes aux enchères et non pas les ventes en galerie, qui sont plus compliquées d'accès. Et donc, on a sélectionné 3 maisons, qui sont les 3 principales, sans surprise, Christie's, Sotheby's et Philips. Et ensuite, on a donc étudié la production du 21e siècle, comme je le disais, avec des productions qui peuvent être soit d'artistes assez âgés, qui sont donc sur leur fin de vie et leur dernière production, soit sur des artistes qui sont montants, la jeune création, avec des productions qui datent de 2000, 2020, 2021, etc. D'accord. Alors, quelle tendance avez-vous observé donc, dans cette édition, et y a-t-il des changements notables par rapport aux années précédentes ? Oui, alors c'est la 2e édition du rapport. Il y a déjà des tendances qui se dessinent. La première qui est intéressante, c'est un repositionnement, un rééquilibrage géographique, on peut appeler, avec la percée de l'Asie et de la place de Hong Kong, qui était jusqu'à présent 3e et qui passe désormais 2e, donc devant Londres, qui est une place historique, sachant que New York reste la première, bien sûr. Et pour les Français que ça intéresse, Paris est toujours à 5% de part de marché à peu près, donc la quatrième place. Ça, c'est la première tendance géographique. On a une 2e tendance plus sociétale, on va appeler, avec la percée de la production des artistes femmes, qui ont toujours été représentées, mais qui là, on voit, prennent une place prédominante. Pour la petite anecdote, la base Joconde, qui est la base des musées, recense 6% d'artistes femmes. Dans notre rapport, nous, aujourd'hui, du top 100, on a 30% de femmes, donc une percée. Donc mieux représentée et aussi mieux classée, puisqu'il y a 3 femmes dans le top 100 aujourd'hui, contre 2 l'année dernière. D'accord. Alors, quel est l'artiste numéro 1 ? Quels sont les plus emblématiques que l'on retrouve dans ce classement ? Alors effectivement, ça fait une belle transition, parce que l'artiste numéro 1 cette année, c'est assez exceptionnel, c'est Yayoi Kusama, donc une artiste japonaise, qui est la première du classement avec 81 millions de ventes cumulées, et qui devance l'ancien numéro 1, David Hockney, qui n'a lui que 50 millions, donc loin derrière. Donc c'est assez intéressant de voir cette percée, à mettre en relation aussi avec la place de Hong Kong, qui a pris de plus en plus de place. C'est quel style ? Alors, vous avez sûrement vu, si vous êtes à Paris, c'est du très contemporain, beaucoup de sculptures, les citrouilles avec les petits points, si vous les avez déjà vus. C'est elle qui a fait une collaboration assez remarquée avec Louis Vuitton,
pour la marque de sac à main. Donc, ça m'aura échappé, je l'ai sans doute aperçu, mais en tout cas, il y avait sa grande statue qui était sur le Pont Neuf pendant un moment. Et c'est une artiste qu'on voit assez régulièrement. Si vous tapez art contemporain sur Google, c'est quasiment la première qui sort en ce moment. D'autres artistes emblématiques ? Oui, alors si on peut parler un peu de la scène française, on a des artistes comme Claude Lalanne, la femme de François-Xavier Lalanne, qui tous les deux se classent 25e et 35e à peu près. Et après, on a la scène plus classique, on va dire plus attendue, qui est toujours dans le top 20. Richard Prince, Jeff Koons, évidemment, Damien Hirst, Takeshi Murakami, qui sont d'ailleurs, je le citais tout à l'heure, des artistes qui ont fait beaucoup de collaborations avec des marques de luxe connues. Et on a des nouveaux entrants qui sont intéressants aussi, avec des médiums plus originaux, comme les NFT, donc Dimitri Tcherniak, qui se classe 28e, avec une belle performance, plus de 6 millions d'œuvres vendues, de montants d'œuvres vendues. Ça reste une valeur, les NFT. Je crois que c'était un peu passé de mode, non ? Alors, on est sur les résultats de 2023, et preuve en est que non, pour l'instant, l'effet de mode ne se dissipe pas. Donc, c'est justement ce qui va nous occuper pour la suite, de voir comment ça évolue. D'accord. Pour notre audience, vous pouvez nous donner un ordre de prix donc, des œuvres de ces artistes ? Oui, bien sûr. Alors, les ordres de prix, on peut parler du record déjà de cette année, qui n'est pas détenu par Yayoi Kusama, c'est intéressant. L'œuvre record, elle a été vendue à 17 millions par Si Tombly. Yayoi Kusama, elle fait son maximum vendu, par exemple, c'est 10 millions. Ça, c'est la fourchette très haute, en fait, des ventes. Il y a des choses plus traditionnelles, plus accessibles. Si on prend l'exemple de Aboudia, qui est un artiste ivoirien qui se classe 87e, il a une quarantaine de lots vendus pour 2 millions. Donc ça veut dire que ses œuvres, en moyenne, elles sont à 50 000 €. Donc, je mets des guillemets, mais relativement accessibles sur le marché. Donc il y a une très grande disparité. Ce qui est intéressant aussi sur cette édition, mais c'est en lien et conforme à ce qu'on observe sur les tendances du marché au global, pas que du contemporain, c'est qu'on n'a pas d'explosion de records, pas de record exceptionnel. On est plutôt sur un ralentissement et un tassement un peu du marché qui est lié à la conjoncture aussi économique actuelle. Qu'est-ce qui influe le plus justement sur le succès commercial de ces artistes ? C'est les grandes galeries, les foires d'art, les ventes aux enchères, les critiques, les réseaux sociaux maintenant ? Oui, alors c'est un peu tout ça à la fois. C'est intéressant. Donc évidemment, les acteurs historiques, on va dire, c'est les galeries, qui sont les agents, si vous voulez, des artistes. Et leurs moyens d'expression, là où ils font le plus de chiffre d'affaires, c'est les foires. Donc c'est vraiment le tandem foire à galerie. Mais il y a des influences qui sont notables par les musées privés, enfin musées publics ou fondations privées, et les monographies, toutes les expositions. Une œuvre, plus elle participe à une exposition, et plus elle prend de la valeur. Donc il faut acheter et il faut aussi prêter ses œuvres. C'est ça qui est intéressant. Donc il faut les faire circuler, les montrer. Il y a des collectionneurs aussi qui ont une très grande place, une très grande influence sur le marché. Un grand collectionneur, il est suivi. Il est suivi et il a une force de frappe qui permet de faire monter ou descendre artificiellement une cote en jouant sur l'effet de rareté, en achetant beaucoup la production qui vient d'être réalisée par l'artiste. Donc c'est très proche de la bourse. Il y a beaucoup de spéculation et de coûts à faire sur l'art. On pourrait considérer que François Pinault, dans le domaine, un peu le Warren Buffett de. Exactement. Alors, j'ai pas donné de nom, mais voilà, Pinault, Arnaud, tous ces collectionneurs qui créent leur propre fondation, c'est aussi dans ce but-là. Et ce que vous disiez aussi pour terminer sur ce sujet, il y a les artistes aussi via les réseaux sociaux qui reprennent pas mal le pouvoir, on va dire, en tout cas la parole, puisqu'il y a moins d'intermédiation, il n'y a plus de galeries, il n'y a plus d'intermédiaires. Ouais. Ils parlent directement à leurs acheteurs, à leurs collectionneurs, et ils ont même des e-shops qui leur permettent de vendre directement à leurs collectionneurs. Donc il y a un peu un paysage qui se redessine aussi. Alors justement, est-ce que vous observez une nouvelle génération de collectionneurs ? Oui, ça va avec l'émergence d'Instagram, c'est toute la génération Y qui recherche des œuvres qui lui parlent, donc des œuvres d'artistes plus jeunes et qui sont aussi plus accessibles forcément. Évidemment, ils vont rechercher en fait dans ces œuvres-là quelque chose qui leur parle à leur quotidien, à leurs préoccupations. Je peux faire le parallèle avec les véhicules de collection. Quand on est un collectionneur de la génération Y, on va collectionner les véhicules
dans lesquels on a De sa grandi, jeunesse, de sa d'accord. jeunesse, de son père, de son grand-père. Donc sur la partie art, c'est pareil, on la même retrouve- tendance qu'on d'accord. observe, et notamment parce que c'est aussi, de fait, comme c'est des jeunes artistes, plus accessible que Oui. les grands pontes Aussi, qu'on a c'est une cités question précédemment. de budget, quoi. Ok. Quelles sont les prochaines grandes évolutions du marché de l'art que vous anticipez? Question difficile à Oui. répondre. On ne sait pas, et c'est ça un peu la magie de ce marché, c'est qu'il est très sensible à la conjoncture économique, je l'ai déjà dit, mais il peut réagir de manière inattendue. Donc pendant le Covid, par exemple, on se serait dit, repli sur soi, incertitude, il y aura très peu d'investissements. C'est là où on a vu le plus d'investissements, où Ouais. les acheteurs ont agi comme des mécènes et ont sponsorisé l'art. Donc on ne sait pas, ce qu'on regarde avec attention, c'est toute la partie digitale, aussi bien pour le canal de distribution que pour la production, parce que ça révolutionne un peu aussi, même pour nous, le marché de l'assurance. On regarde aussi l'intelligence artificielle. Ah oui. Vous avez vu peut-être le collectif français Obvious, qui avait fait une œuvre 100% produite par une intelligence artificielle et qui a été vendue à Sotheby's il y a quelques années plus de 500 000 euros. D'accord. Donc voilà, c'est des tendances qu'on observe. À la fin, c'est une œuvre physique, mais il y a le digital qui s'insère, donc c'est à suivre. Et pour conclure, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer sur la collection, l'investissement dans les œuvres d'art contemporaines? Alors d'abord, et avant tout, achetez avec le cœur, achetez ce qui vous plaît, parce que c'est un marché qui est pas très stable et il y a beaucoup de spéculation. Donc avant tout, ce sera jamais un investissement D'abord se faire sûr. plaisir et Voilà, on puis se fait plaisir. cerise sur le gâteau si on gagne de l'argent. Voilà, et on peut faire un bon coup. Il faut aussi diversifier. Donc je trouve que c'est intéressant d'acheter dans l'art parce que c'est aussi un moyen de diversifier ses actifs. Et à l'intérieur de l'art, d'acheter un peu d'anciens, de valeurs sûres, des contemporains plutôt sympathiques et sur lesquels on peut aussi faire des affaires. Et puis le troisième maillon qui est le plus important aussi, c'est sécuriser cet investissement. Donc l'assurer correctement avec un assureur spécialiste, puisque par exemple pour les œuvres d'art, j'en ai parlé tout à l'heure, les œuvres d'art elles voyagent beaucoup, elles sont prêtées, donc il faut savoir et souvent Ça coûte cher justement d'investir, c'est un budget important à pour prévoir? l'assurance. Alors non, parce que typiquement si vous décidez d'acheter de l'art et de ne pas l'assurer, on a fait le calcul, vu les primes et les taux qui sont très bas en ce moment, qu'il faudrait économiser pendant 500 ans et ne pas avoir de sinistre, ne pas payer de prime pendant 500 ans pour être rentable. Okay, donc non, c'est accessible et surtout en plus, typiquement chez nous, chez Hiscox, 3/4 des sinistres qu'on a sont des casses accidentelles, des dommages en cours de transport ou autres, qui ne sont pas couverts par les contrats traditionnels et qui peuvent avoir des impacts très importants. Une œuvre endommagée, elle perd de la valeur, elle est dépréciée, il faut indemniser. Julien, un grand merci pour ce tour d'horizon passionnant. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec de nouvelles idées de placement.